Bonjour à tout le monde. Notre journée sur le vaccin et la chimie. Cet après-midi, nous aurons donc 2 sessions et on va commencer la première session avec... Alors, je vais m'installer à la caméra. On va commencer la première session avec un duo, M. Yves Michon et M. Mathieu Giraud. Je crois que c'est dans cet ordre-là que vous allez parler, ou c'est l'inverse? Non, c'est Mathieu Giraud en premier et Yves Michon en second, qui sont tous les deux de la société Coden Pharma, qui travaillent avec Moderna et qui vont particulièrement nous expliquer les problèmes qu'ils ont rencontrés et qu'ils rencontrent dans la fabrication de ces fameux lipides que vous avez entendus ce matin, mais ils vont nous parler au-delà de ça, de comment de toute la logistique pour ces vaccins. Alors c'est M. Giraud qui parle en premier. Bonjour à tous, avec Yves Michon, nous allons essayer de vous donner là une vision industrielle, vision de la chimie, comment fabriquer les lipides que l'on retrouve dans la vaccination de l'ARN messager, les contraintes qu'on a rencontrées, on en a parlé ce matin. M. Tangil vous a expliqué qu'effectivement pour remettre ces vaccins sur le marché, normalement il faut 6 à 8 années. Et ça a été un challenge pour tout le monde d'arriver sur le marché après 9 à 12 mois. Et bien entendu, pour les façonniers comme nous, ça a été particulièrement compliqué. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer qui est Coden Pharma, peut-être pas forcément connu de tout le public. Et ensuite, on va passer un petit peu de temps sur tous les challenges que l'on a rencontrés lors de ce parcours. L'histoire du projet, les besoins mondiaux qui ont bien sûr évolué de semaine en semaine, de mois en mois. Quel était l'état du procédé à l'époque quand on a démarré ce projet et qu'est-ce qu'on a dû mettre en place? Donc on a mis notamment un plan de continuité d'activité. Je vous expliquerai un petit peu plus ce que c'est et en quoi ça a tout son sens ici, dans ce contexte-là. Pourquoi nous avons opté pour une approche multisite et les contraintes technologiques que ça implique si on veut effectivement impliquer plusieurs sites. Au niveau managérial aussi, comment on gère un projet aussi complexe que ça sur plusieurs sites. Une thématique importante aussi, c'est la logistique des matières premières, l'approvisionnement des matières premières, expédition des intermédiaires, la chaîne du froid. On a parlé de la chaîne du froid ce matin pour les vaccins. Alors, on n'a pas cette contrainte-là, nous, directement pour les intermédiaires, même si ça a été un petit peu le cas aussi. Mais par contre, on en a subi les effets secondaires. Et Yves Michon vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Alors, qui sommes-nous, Coden Pharma? Alors, c'est une société, un CDMO qui fait donc de la chimie à façon. On va travailler sur les productions de principes actifs, d'intermédiaires GMP, des excipients, et on va aussi faire de la formulation du fill and finish sur différents sites. Notre chiffre d'affaires est à peu près de 500 millions pour l'année dernière, et nous sommes localisés sur 9 sites, donc 2 sites aux États-Unis, et un de ces sites sera d'ailleurs impliqué dans la chaîne de production des lipides, et les 7 autres sites sont en Europe, dont un site qui est non GMP. Et au total, nous sommes à peu près 2000 employés. Nous faisons partie d'un grand groupe qui s'appelle ICIG. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de noter, c'est qu'au-delà de Coden Pharma, il y a aussi une autre société, une société sœur, qui s'appelle Valchem. Et vous verrez pourquoi c'est important, et ça a été très important pour nous d'avoir cette possibilité de travailler avec Valchem. Valchem est une société qui fait de la chimie fine, qui va produire des intermédiaires non GMP. Et donc, dans une chaîne de fabrication lipidique, il y a des intermédiaires, bien entendu, qui sont non GMP, et puis, bien entendu, des étapes qui sont GMP par la suite quand on se rapproche du produit fini. Donc, comme je le disais en introduction, 2 sites aux États-Unis, donc un site au Colorado, qui sera un peu plus expliqué tout à l'heure quel a été le rôle du Colorado dans cette approche-là. Ensuite, nous avons différents sites en Europe, notables pour l'exposé d'aujourd'hui, donc le site de Chénov à Dijon. Ensuite, le site en Suisse, Listal, où tout a commencé. Les premiers amours avec Moderna ont commencé en Suisse. Et ensuite, nous avons dû impliquer le site de Bergamo, en Italie,
pour certaines des étapes. Corden Pharma est organisé en 5 plateformes technologiques, 5 divisions. Une première division qui est concentrée sur tout ce qui est la fabrication des composés hautement actifs, liés à l'oncologie notamment. Une deuxième plateforme qui est spécialisée sur la production des peptides. La troisième, donc, c'est celle des lipides dont on va parler aujourd'hui, et 2 autres qui sont donc les injectables, les petites molécules. Maintenant, quel est le rôle de Corden Pharma dans la technologie ARN messager? Si on décortique un petit peu le processus, c'est peut-être très clair pour la plupart d'entre vous. Donc, effectivement, on a 2 grosses parties qui vont composer l'ARN messager. Donc, l'ARN messager en soi, donc la production d'ARN messager, on en a parlé ce matin. Et ensuite, il y a les lipides. Il y a 2 types de lipides. On va appeler les lipides à façon et puis les lipides, on va dire, standards, les lipides catalogues. Et c'est important parce que si on reprend la composition des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna, on va retrouver dans les 2 cas 2 lipides qui sont standards, qui sont dans ce cas-là des phospholipides et du cholestérol, et après des lipides qui sont à façon. Deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a ces lipides et ces ARN messagers, on doit les mettre ensemble pour faire donc, des lipides nanoparticules. Et ensuite, on va faire la dernière étape, le flaconnage, qui sera peut-être un peu plus expliqué tout à l'heure, et le packaging. Corden Pharma a la possibilité actuellement, dans ses installations, de fabriquer les lipides à façon, les lipides standards, de faire du fill and finish et de faire le packaging. Et nous sommes actuellement en train de mettre en place un savoir-faire en Italie pour faire la fabrication des LNP aussi, parce qu'effectivement, on s'est rencontré qu'il fallait faire le lien entre les matières premières et le fill and finish. Au niveau des lipides, comme je disais, on va retrouver vraiment ces 2 grandes familles de lipides. Il y a tous ces lipides qui sont à façon, donc là, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais dans les composés de Pfizer-BioNTech, on va retrouver des lipides dont la propriété intellectuelle appartient à cette société canadienne, Aquitas, dont Pfizer-BioNTech a acquis les droits et d'exploitation dans le cadre du Covid-19. Dans le cadre de Moderna, la situation était un petit peu différente. Dans les lipides qu'on va retrouver, donc on a ces fameux lipides cationiques. Donc là, c'est une molécule qui appartient à Moderna. Le deuxième lipide, qui est un lipide pegylé, lui-ci dans le domaine public. Après, on va retrouver donc commun dans les 2 formulations le cholestérol et les phospholipides. Principalement aujourd'hui, dans les ARN messagers, on va retrouver le DSPC comme phospholipide, qui est une molécule qui est utilisée depuis des décennies. Aucune surprise. Le cholestérol, par contre, la situation a un petit peu évolué. Pendant de nombreuses années, on utilisait du cholestérol qui était extrait de la graisse de mouton. Mais bien entendu, pour des raisons évidentes, on s'est déplacé par du cholestérol qui vient de sources de dérivés de plantes. C'est-à-dire qu'on part d'un dérivé de plante, chimiquement on va le modifier pour à la fin obtenir du cholestérol. Donc ça, ce sont des choses qu'on a mis en place chez Corden Pharma, et notamment sur le site de Dijon. Mais ce n'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui, même si on pourrait en parler, je pense, pendant longtemps. Alors, quelles ont été les difficultés que l'on a rencontrées et comment le projet s'est déroulé chez nous? Encore une fois, nous n'avons pas eu 6 à 8 années pour s'y mettre, on n'a eu que quelques mois. La collaboration avec Moderna datait depuis de plus nombreuses années et effectivement, on travaillait avec eux avant la pandémie. Donc, on travaillait sur des différents lipides dans différents programmes qu'ils ont en place, et qui d'ailleurs ont dû mettre en attente pour prioriser le projet du Covid-19. Très rapidement, dans les premières discussions que l'on a eues, la montée en échelle, on s'est tout de suite rendu compte que c'était absolument impossible de produire ces volumes-là sur le site suisse, pour plusieurs raisons. Déjà par rapport à la taille des équipements que l'on avait, donc ça, c'était pas possible. Et deuxièmement, comme on devait faire une montée en échelle très rapidement, c'était particulièrement risqué de demander à un seul site de se concentrer sur 4, 5, 6 étapes chimiques et de devoir les développer, les industrialiser et monter fortement en échelle. Ça demandait un effort vraiment colossal. Donc la stratégie a été de se dire très rapidement comment on peut faire pour une montée en échelle très rapide. En fait, on a découpé le procédé en plusieurs étapes et on est allé voir dans notre réseau quel site pouvait se concentrer sur quelle étape.
sur des considérations de volume, taille de réacteur, et des considérations technologiques, bien entendu. Donc là, première partie que l'on voit dans le bas du tableau, on a contacté notre société, notre filiale, donc Vailchem, que vous avez vu dans la précédente diapositive, qui est spécialisée dans la production des intermédiaires non GMP. Et effectivement, chez Vailchem, ils avaient la possibilité de faire des réactions à moins 80 degrés, chose nécessaire pour cette première étape chimique. Donc nous sommes allés naturellement vers eux et nous leur avons demandé de se concentrer sur le développement et l'industrialisation de cette matière première-là. Ça a été la première étape, et je vous expliquerai la deuxième étape dans le cadre de la PCA. Ensuite, pour la deuxième étape, il était important aussi de pouvoir monter en échelle, et donc dans ce cadre-là, on a contacté le site de Dijon, donc Yves Michon, pour savoir s'il avait la possibilité de rentrer en matière et nous aider à mettre en place cette première étape chimique. On l'a vécu, hein, ça a été un grand challenge puisqu'on a dû mettre en place des techniques de purification des intermédiaires qui n'étaient pas forcément évidentes parce que c'était un procédé qui n'avait pas été conçu dès le départ pour produire des centaines de millions de doses. Hein. C'était un produit qui a été prévu pour produire quelques kilos de lipides. Donc on n'était pas dans la medchem, mais c'était quand même pas des procédés particulièrement développés. Donc là, un très gros challenge, donc monter en échelle très rapidement. Et ensuite, pour la dernière étape de ce lipide, donc on doit obtenir bien entendu des lipides particulièrement purs. Là, évidemment, il n'y a aucun compromis à avoir. Et la seule possibilité que nous avions dans notre réseau Cordon Pharma, c'est d'aller aux États-Unis. Alors pourquoi aux États-Unis? Si vous vous rappelez le début de la présentation, il y a une des plateformes qui est spécialisée dans la production des peptides. Et les peptides aujourd'hui, quand ils sont faits chimiquement, nous devons les purifier par colonne, haute pression. Donc au Colorado, il se trouve qu'on est peut-être un des plus grands acteurs mondiaux en termes de production des peptides. On a des colonnes de purification qui vont jusqu'à 1 mètre de diamètre. Donc c'est quand même particulièrement important. Et donc dans le cadre de ce procédé-là, c'était impératif qu'on ait accès à des très très grosses colonnes pour pouvoir purifier les lipides. Donc naturellement, nous avons transféré la dernière étape, qui est l'étape de purification, aux États-Unis, mais pour des problématiques de stabilité des intermédiaires, nous avons dû transférer aussi les étapes qui étaient juste avant. Donc les dernières étapes chimiques et la purification ont été transférées aux États-Unis. Donc c'est comme ça que nous avons avancé et très rapidement, on s'est rendu compte que dans les montées en échelle successives qu'on nous demandait, on ne pouvait plus faire aussi les autres intermédiaires qui étaient restés en Suisse. Donc on a dû à nouveau transférer d'autres étapes sur le site de Dijon, d'autres étapes aux États-Unis. Et récemment, nous avons même impliqué le site en Italie, Bergamo à côté de Rome, pour encore une de ces étapes chimiques, à cause de la montée en échelle. Très rapidement, voici comment est le procédé. Donc ça, je prends un seul exemple, c'est un seul des lipides. Donc on voit qu'on a une synthèse qui est convergente, donc qui se prête très bien justement à cette approche multisite. On va pouvoir faire des intermédiaires à gauche et à droite. Comme je le disais, la première étape qui est en haut à gauche est une étape non GMP, donc nous avons fait chez Vailchem, et les autres étapes sont toutes faites sous norme GMP. Et donc la dernière étape qui est à droite, qui se termine par une purification. C'est un acronyme anglais qui veut dire Good Manufacturing Practice, qui sont les normes nécessaires quand on veut produire des principes actifs qui vont sur le marché. Tous les principes actifs qui vont jouer sur le marché. C'est un peu comme une norme ISO, mais on va dire luxe. Voilà. La plupart de ces étapes donc, sont GMP. Donc, besoin de cryochimie, on en a parlé. C'est pour ça qu'on est allé en Allemagne pour faire la première étape. Et surtout, le plus important dans cette histoire, c'est au-delà de cette implication de tous les sites, chaque site a vraiment dû monter en échelle. Quand je dis monter en échelle, ce n'est pas un facteur 2, ce n'est pas un facteur 5, ce n'est pas un facteur 20, c'est un facteur 100. Donc du jour au lendemain, d'un mois à l'autre, on a demandé au site de monter d'un facteur 100. Et en même temps qu'ils produisaient, ils développaient. C'est-à-dire qu'il fallait industrialiser et développer. C'est-à-dire qu'on a tout fait en même temps, vraiment tout en même temps. Et bien sûr, ce qui était changé sur un des sites avait une application sur d'autres sites, puisque c'est une cascade de chimiques. Donc beaucoup de coordination entre les sites et un très très gros travail, vraiment au niveau groupe Cordon Pharma, pour que tout le monde avance à la même vitesse. Alors qu'est-ce que c'est qu'un PCA? Alors PCA, c'est
un acronyme que j'ai dû découvrir en faisant la présentation en français. Donc c'est un plan de continuité d'activité. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une analyse de risque. On regarde notre procédé et on regarde quels sont les risques quand on va produire un composé. Concrètement, qu'est-ce qui se passe si sur le site lambda, il y a un incendie, il y a une inondation, il y a une pandémie, peut-être qu'il y a un cluster Covid, on ne peut plus produire, ça peut arriver. Hein. Qu'est-ce qui se passe si un fournisseur de matières premières ne livre plus? Parce que problème de douane, problème de transport. Peut-être que finalement les volumes qu'on lui a demandés étaient peut-être bien pour faire 1 ou 2 kilos, mais ne sont peut-être plus possibles pour faire des très grosses quantités. Plein de raisons qui font qu'il faut qu'on regarde qu'est-ce qui peut être mis en place pour tout dédoubler. Ça, c'est le plus important, c'est pour dérisquer au maximum. Donc tout ce travail-là, normalement, on le fait quand on a un produit commercial. Quand on a un produit commercial, sur le long terme, on va commencer à regarder la sécurité de l'approvisionnement pour éviter tout risque. Là, comme on devait monter en échelle rapidement, on n'avait pas la possibilité de ne pas livrer. Donc très rapidement, pour toutes les matières premières, je vais en parler un petit peu plus tard, toutes les matières premières, on a commencé à regarder où est-ce qu'on les achète. Est-ce que le site, là où on les achète, ils ont un BCA aussi? Peut-être qu'ils n'ont peut-être pas de PCA. Est-ce qu'ils ont quelque chose en place pour assurer la livraison? Au niveau des chaînes de production chez Cordon Pharma, est-ce qu'on aurait la possibilité de regarder sur un autre site si l'étape numéro 2 qu'on a vue précédemment, qu'on a fait par exemple à Dijon, est-ce qu'on a la possibilité de la faire aussi en Italie? Est-ce que nous avons l'équipement pour aussi la faire? Ok, si nous avons les équipements, combien de temps il faut pour redémarrer une chaîne de production en Italie? Est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut déjà commencer à transférer ou est-ce que le transfert sera très rapide? Donc tout ça, ce sont les aspects qu'il faut mettre en place dès le départ afin de savoir... Il y a un petit écho maintenant. Afin de savoir si effectivement il faut démarrer des projets de transfert ou pas. Et donc ça peut être éventuellement lié à des investissements sans en avoir besoin. C'est-à-dire qu'on assure la continuité de la production en mettant en place des investissements, mais uniquement pour sécuriser le PCA, pas forcément pour assurer la production journalière. Donc ça, c'était les sites qui ont été impliqués dans le procédé. Bien entendu, nous avons aussi dû faire beaucoup d'investissements. Donc investissement dans le cadre du PCA, pour le cas de la montée en échelle, modifier des chaînes de production, peut-être les mettre à jour. On a dû rajouter des réacteurs. Nous avons aussi acheté beaucoup d'instruments analytiques pour pouvoir aussi assurer, quand on transfère une étape chipique lipide d'un site, qui était le site en Suisse, sur un site qui est soit en Italie, soit en France, soit aux États-Unis, on utilise des méthodes analytiques qui sont spécifiques aux lipides, qu'on ne retrouve pas forcément sur un site standard. Donc nous avons dû faire des investissements à ce niveau-là. On a parlé de la colonne de purification. Donc, oui, c'était très bien, on avait une colonne de purification d'1 mètre aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe si? Donc on a acheté une deuxième colonne. Alors pas forcément parce qu'on avait besoin pour produire plus, mais si jamais la colonne casse, comment on fait? Donc on a acheté une deuxième colonne. Pour les matières premières. Alors les matières premières, on avait les risques qu'il peut y avoir, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les délais de livraison. Est-ce qu'une matière peut arriver non conforme? Qu'est-ce qui se passe si un lot arrive non conforme? Étant en flux tendu, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir très rapidement un deuxième lot? Peut-être peut-être que le fournisseur actuel a du stock, il peut, peut-être qu'il ne peut pas. S'il ne peut pas, est-ce qu'on a déjà qualifié un deuxième fournisseur? Est-ce qu'on peut créer du stock en local? Quelle va être la capacité de production des matières premières? On avait un gros problème en appareil de purification. Il faut imaginer que quand on fait ces quantités de lipides-là, on arrive à des besoins qui sont de l'ordre de 200 tonnes de solvant par mois. Donc ça fait un camion-citerne qui arrive tous les 2 jours. Évidemment, ce sont des très, très gros volumes de solvant. Donc on a dû très rapidement travailler avec un fournisseur, 2 fournisseurs, même un 3e fournisseur. Parce que s'il y en a un qui rate, comment on fait, etc. Donc on a des matières premières qui arrivent de Chine, entre 10 et 30%. Mais on a toujours un backup. On a toujours un backup en Europe. Donc on a la possibilité de fournir ça. Pour les États-Unis, on n'est plus qu'à 10% en source principale. Mais comme je l'ai dit, on a sécurisé, on a toujours un 2e fournisseur.
ou même un troisième fournisseur dans le cas du solvant. Pour l'achat des solvants, comme effectivement on était un très très gros consommateur de solvants aux États-Unis, nous avons même eu une lettre de priorité sur ce qu'ils appellent en anglais les rated orders, qui permet d'acheter les solvants sur le marché américain en priorité. Sinon, si on ne passait pas devant tout le monde, on n'aurait pas pu produire les lipides qu'on a produits. Je laisse la place à Yves qui va vous donner une vision du site et un cas un peu plus concret sur une des étapes. Merci Mathieu. Donc je vais vous présenter la déclinaison de cette activité sur la filiale de Chenov dont je m'occupe. Donc, une courte présentation de qui nous sommes. Donc, on est dédié à la fabrication de principes actifs depuis une très nombreuses années. On a environ 200 personnes, 35 personnes en développement, que ce soit en synthèse de procédés ou en chimie analytique. On fabrique environ 20 principes actifs. On a une cinquantaine de clients dans le monde entier, sur les trois continents. On produit aussi bien des lots cliniques de phase 1, 2, 3 et des lots commerciaux, c'est-à-dire post-AMM ou NDA ou ANDA. Et on apporte le support réglementaire pour tous ces dépôts de dossiers. Nous sommes également le centre d'excellence de Corden Pharma pour la chimie en continu. Et on a développé une bonne expertise en développement de procédés innovants et en design d'équipements. Pour la chimie multi-étape, pour des nanoparticules, pour de l'hémisynthèse, dont Mathieu d'ailleurs mentionnait pour le cholestérol à partir des dérivés de plantes, et également pour la purification d'extraits naturels sous GMP pour les médicaments, et la production industrielle de lipides. Alors les étapes de développement du procédé, donc avant 2020, comme l'expliquait Mathieu Giraud, donc nos collègues de l'ISTAL en Suisse avaient développé pour des quantités inférieures à 10 kg et très nettement inférieures à 10 kg un procédé donc de niveau laboratoire maximum kilolab en 3 étapes pour faire ce lipide. À partir de la crise sanitaire, et précisément tout début avril, donc au moment où on était tous confinés au pic de la pandémie, il faut imaginer ce que peut être un site de chimie qui fonctionne sous la pandémie, on nous a sollicité pour voir si on pouvait effectivement fabriquer ce lipide. Donc le réseau est activé et une partie du transfert se fait à Chenov. On a pu faire le transfert, comme on le mentionne, en un temps record. Ça nous a pris 2 mois environ, au lieu raisonnablement de 6 mois. Il a fallu d'abord commencer par designer des équipements. En fait, on a des scale-up, donc il y a une étape de process engineering où il faut dimensionner les équipements principalement de purification, en prenant les facteurs de sécurité nécessaires mais juste suffisants, sachant que le temps était compté. Il faut ensuite trouver les fournisseurs de ces équipements, il faut les acheter, il faut les fabriquer, il faut les qualifier, il faut les installer. Et tout ça en pleine période de confinement, j'ai tendance à dire, on l'oublie presque un peu aujourd'hui, mais en fait, tout le monde était en distanciel. Nos équipes d'engineering, nos équipes de laboratoire travaillaient en 2-8 pour avoir le moins de monde possible au même moment, ce qui n'est pas habituel, donc des gros changements d'habitude. Laboratoire de chimie développement, les laboratoires analytiques, la qualification et l'installation et la qualification des équipements, sachant qu'il y avait peu de prestataires, beaucoup de prestataires étaient à l'arrêt, du personnel était mis en télétravail ou en chômage partiel, donc trouver des fournisseurs d'équipements, ça a été très très compliqué. Et on a réussi à produire le premier lot en temps et en heure et en quantité voulue. Ça a été un rush important, comme on s'est dit plusieurs fois, je pense qu'une fois dans la vie, parce qu'en fait, ça a demandé une coopération d'une intensité extrême à des gens qui travaillent déjà entre eux, au sein de l'entreprise, au sein des différentes filiales, entre nos collègues suisses, nous-mêmes, les collègues de Colorado qui attendaient et de Moderna, à une intensité et un débit d'information avec des gens qui ne se voyaient pas, si ce n'est par des Skype ou des Teams, et qui n'étaient pas aussi huilés qu'aujourd'hui.
et avec bien sûr les contraintes d'assurance qualité et avec la pression du délai. Personne n'imaginait mettre en retard les gens de Moderna. Donc c'était une prise de conscience importante du personnel, une certaine fierté, mais une pression assez unique dans un contexte où on ne parlait pas en jours, on ne parlait pas en demi-journée, on parlait en heures, quoi. Et je ne donnerai pas le nombre de conférences calls qui ont eu lieu entre minuit et 1h du matin avec nos collègues de Moderna, avec des collègues de Colorado, les heures avec les Suisses. Enfin, voilà. Donc une chaîne humaine qui a été impressionnante et qui a été favorisée aussi par nos collègues du siège, dont Mathieu Giraud, qui apportait sa connaissance. Donc voilà, on a fait ça. Il faut voir aussi qu'on avait des difficultés, je manquerai derrière, en termes de logistique. C'était pas simple, ce produit devait se transporter à température très basse, et à cette époque-là, il n'y avait plus d'avion, très peu, et toute la chaîne de froid était consommée par les premières expéditions de flacons de vaccin, qui demandaient des chaînes très froides. Donc pour envoyer un lipide qui est un morceau du vaccin, eh bien c'était très tendu, donc c'était extrêmement compliqué de trouver de la place pour cette logistique. Donc c'était un défi industriel, un défi humain, et je tiens à remercier encore toutes les équipes de Corden Pharma, et je sais qu'il y a d'autres entreprises aussi qui ont participé à cette aventure. Je pense qu'il faut vraiment mettre le côté état d'esprit. C'était un challenge extrêmement fort, et un défi logistique pour arriver à livrer en temps et en heure, et à ne jamais être en retard par rapport aux demandes du client. On a développé dans la foulée la purification chromatographique, parce qu'on a fait un premier scale-up, mais on s'est rendu compte qu'il y avait à améliorer. C'est un petit peu de nature dans les gens de chimie fine pharma. Donc on a développé la purification chromatographique. Et puis la situation actuelle, donc depuis mars 2020, on a intensifié le procédé, on a modifié la synthèse, on a supprimé la purification. Le scale-up, comme l'a mentionné Mathieu Giraud, on est quasiment un scale-up de x100, et même, bien y regarder, on est plutôt autour de 150. Le temps de cycle a été réduit, et une synthèse beaucoup plus frugale, ce qui est bénéficiaire au temps de cycle. Un petit résumé chronogramme de ce qu'on a évoqué. Donc avril 2020, on a été sollicité, on a dû commander en mai les matières premières, et le principe, la question des matières premières a déjà été évoquée. Il fallait prendre les mêmes et pas dévier. On a commencé la production le 30 juin, on a livré en juillet, on travaillait à 2 lots par mois. En parallèle, on développait en optimisant, et je crois que c'est un point important aussi, c'est qu'on a, on améliorait en produisant, donc c'était en parallèle, ce qui, en termes de contraintes de qualité, est très tendu, parce qu'en fait, tous les change control doivent être instruits à une vitesse extrêmement rapide pour être acceptables et acceptés. Et puis à partir de mars, je dirais 2021 à 2021, on a encore doublé la production, et on a rétrocédé à nos collègues de l'équipe suisse le procédé amélioré pour que eux, à leur tour, puissent faire notre backup, et qu'on soit toujours en tandem entre guillemets vis-à-vis de notre client. Et ça rejoint le concept de plan de continuité d'activité qui était mentionné. Sur la partie logistique, donc il y avait un défi. Ce lipide était classé dangereux sur les règles de transport de l'ONU. Le transport aérien, basse température, pas d'avion, packaging dédié et spécifique. Et puis, voilà l'équation qu'il fallait résoudre. Donc ça a été extrêmement compliqué. Il a fallu faire des partenariats très forts avec le transporteur, avec les logisticiens. Et puis, avoir un planning précis à 6 mois, les dates d'expédition, c'était au jour, 6 mois à l'avance. Et ça donne une certaine pression sur l'exécution. En conclusion, donc, on peut dire que Corden Pharma a pu, au titre du réseau, et Chenov y a participé, déployer la bonne stratégie en utilisant son approche multisite. C'est vraiment la force du réseau qui nous a fait gagner le challenge. Implémenter le plan de continuité d'activité pour être sûr qu'on dérisque toutes ces opérations. L'idée n'était pas de foncer avec un risque, c'était aussi d'être sûr de le faire. On a pu assurer les livraisons en temps et en heure, sans retard, et ça c'est une bonne fierté qu'on a eue, et ça nous a été remonté par le client. Et je dirais, comme on dit en anglais, last but not least, nous sommes des prestataires, donc on a d'autres clients, et on a pu garder la confiance et la satisfaction de tous les autres clients. On n'a pas laissé tomber d'autres clients qui étaient chez nous depuis longtemps, avec d'autres molécules, qui traitent d'autres pathologies. On a pu continuer aussi à servir ces besoins, et ça c'est notre fierté.
Merci beaucoup. Je ne pense pas que beaucoup de gens aient eu conscience de ce que vous avez pu faire. C'est très intéressant.